Le terminal de paiement a clignoté en rouge, avant même que je ne comprenne ce que cela signifiait. Paiement refusé. Je me tenais là, dans mon uniforme, mes courses empilées sur le tapis, ma main tenant toujours la carte, comme si elle pouvait encore changer d'avis. 3 heures plus tard, mon père allait m'appeler 32 fois. Il ne savait pas encore que, d'ici là, une responsable de la conformité bancaire me montrerait un écran. Sur cet écran, il y aurait sa signature, au bas d'un ordre de virement de 4,8 millions d'euros, provenant de mon propre argent. Mais sur le moment, tout ce que je savais, c'est que quelque chose dans ma vie venait de m'être arraché, sans ma permission. Et je ne savais pas encore, à ce stade, jusqu'où cela allait. C'était un samedi matin, un peu après 8 heures. J'avais conduit directement de la base militaire de Mourmelon jusqu'au supermarché du coin, pour acheter des provisions. Ces provisions étaient destinées à une collecte de soutien, que j'organisais pour les conjoints des soldats partis en mission. Je faisais ce trajet chaque mois, depuis 2 ans. Je connaissais la caissière par son prénom. Je savais quelle caisse allait le plus vite. Mais rien de tout cela n'avait d'importance, quand ma carte a été refusée. J'ai essayé une deuxième carte. Refusée, elle aussi. Je suis resté planté là, un instant, sentant le regard de la femme derrière moi dans la file, et j'ai sorti mon téléphone pour vérifier mon application bancaire. L'écran a mis une seconde de trop à charger. Et quand il s'est affiché, mon compte indiquait un avis de blocage. Toutes les cartes qui y étaient liées avaient été annulées, ce matin-là. Je suis sorti de la file, je me suis excusé auprès de la caissière, et j'ai appelé mon père, Richard Cooper. Il a décroché à la deuxième sonnerie. Sa voix n'avait rien de la chaleur que l'on pourrait attendre d'un homme qui salue sa fille. Elle était plate, calculée, comme s'il avait répété son texte. « J'ai annulé tes cartes, a-t-il dit. Tu es formée pour suivre des ordres, Anna, pas pour gérer de l'argent. » Je lui ai demandé ce qui lui donnait le droit de faire ça. « À partir de maintenant, tu me consultes avant de dépenser quoi que ce soit, » a-t-il répondu. Il ne s'est pas arrêté là. Il a évoqué la collecte pour les familles. Il a appelé ça « jeter l'argent par les fenêtres pour des inconnus », comme si les épouses et les enfants des soldats déployés étaient des cas sociaux, que j'avais inventés juste pour me sentir importante. Je n'ai pas discuté. Discuter avec mon père ne l'avait jamais fait changer d'avis. Pas une seule fois en 36 ans, et je n'allais pas gaspiller ma salive pour ça, au milieu d'un parking. « Es-tu sûr que c'est ce que tu veux faire ?» ai-je demandé à la place. Il a ri, d'un rire court et sec. « Quel choix as-tu » J'ai raccroché. Je veux être honnête sur ce que j'ai ressenti à ce moment-là, car ce n'était pas de la rage. Pas encore. C'était quelque chose de plus froid, une sorte de prise de conscience. Mon père avait passé la majeure partie de ma vie d'adulte à traiter ma carrière comme une rébellion, qu'il n'avait jamais approuvée. Il dirigeait Cooper BTP, une entreprise de construction de taille moyenne, qu'il avait bâtie de zéro. Et il voulait que j'y travaille. Pas l'armée, pas les missions à l'étranger, pas une fille qui rentrait du désert avec la poitrine couverte de médailles, et n'ayant aucun intérêt pour son conseil d'administration. Ma mère, Margaret, avait été la seule à ne jamais me demander d'être quelqu'un d'autre. Avant son décès, il y a 3 ans, elle m'avait laissé un fonds d'investissement, des parts dans l'entreprise, et un compte en fiducie. Tout cela avait été mis en place avec soin, délibérément, comme si elle avait su que j'aurais besoin d'être protégée un jour. Mon père ne l'avait jamais dit ouvertement, mais j'avais toujours su qu'il estimait que cet argent aurait dû lui revenir. C'était son entreprise, son nom sur la façade. Dans son esprit, la richesse devait suivre la lignée et l'obéissance, et je ne lui avais donné ni l'un ni l'autre. Il y avait un détail qui comptait plus que tout le reste, et je ne mesurais pas encore totalement son poids. Lors de ma dernière mission à l'étranger, mon père m'avait convaincu de signer une procuration limitée. Quelque chose pour l'aider à gérer les impôts et la paperasse, pendant mon absence. Je lui avais fait confiance. J'étais à 5000 km de là, et j'étais reconnaissante que quelqu'un s'occupe des détails. Je ne l'ai pas rappelé. J'ai plutôt appelé Evelyn Shaw, la conseillère financière qui gérait la succession de ma mère depuis 15 ans.
Elle connaissait chaque compte, chaque clause, chaque signature qui avait un jour touché l'argent de notre famille. Quand j'ai prononcé le nom de mon père, le ton d'Evelyne a changé immédiatement. Anna, ne le rappelle pas, et ne signe rien. Absolument rien. J'ai conduit directement à la banque. Le directeur de l'agence m'a reconnu avant même que je ne dise un mot. Ce qui m'a indiqué qu'il s'était déjà passé quelque chose ce matin-là, dont je n'étais pas au courant. Il m'a conduite au-delà des guichets, dans un petit bureau à la porte fermée, et il ne s'est pas assis tout de suite. Il a plutôt tourné son écran vers moi. Sur l'écran, il y avait une demande de virement bancaire. En attente. Le montant m'a coupé le souffle. 4,8 millions d'euros. Votre père n'a pas seulement annulé vos cartes, a-t-il dit, la voix prudente, comme s'il annonçait à un soldat la perte d'un camarade. Ce matin, il a essayé de transférer la totalité de votre fonds de placement. Je me suis assise lentement, les yeux fixés sur ce chiffre. Et pour la première fois de la matinée, j'ai compris qu'il ne s'agissait pas de contrôle. Il s'agissait de survie. Et ce n'était pas la mienne qu'il essayait de sauver. La responsable de la conformité, qui nous a rejoints dans ce petit bureau, s'est présentée sous le nom de Diane. Elle avait un dossier déjà préparé, ce qui m'a fait comprendre que ce n'était pas la première fois, ce matin-là, que quelqu'un consultait mon dossier. Elle l'a posé ouvert sur le bureau, entre nous, comme si elle manipulait quelque chose de fragile. D'après les documents, mon père avait utilisé une copie d'une ancienne procuration pour annuler mes cartes, changer l'adresse postale de mes comptes pour y mettre celle de son propre bureau. Demander le contrôle total de mes opérations bancaires, transférer des fonds vers Cooper BTP, et engager mes parts de l'entreprise comme garantie pour un prêt. Chaque point qu'elle lisait semblait pire que le précédent, mais c'est la dernière ligne qui m'a fait l'effet d'un coup de poing à l'estomac. Dans sa déclaration écrite à la banque, Richard Cooper avait affirmé que sa fille souffrait d'instabilité psychologique, due à son service militaire, et qu'elle n'était plus apte à gérer ses propres finances. Je suis restée parfaitement immobile. 12 ans de service, 2 missions sur le terrain, une poitrine couverte de décorations. Et mon propre père avait mis par écrit que j'étais instable, simplement parce que cela l'arrangeait. Il y a quelque chose que vous devez savoir, ai-je dit, en gardant une voix posée, cette même voix que j'utilisais pour briefer de jeunes officiers sous pression. J'ai révoqué cette procuration il y a 6 mois. J'ai l'email de confirmation. Diane a tapé sur son clavier pendant un instant, puis a tourné son écran vers moi. C'était là, daté du mois de janvier, ma révocation, enregistrée et confirmée dans leur système. Cela signifiait que chaque action entreprise par mon père, ce matin-là, reposait sur des documents qui n'avaient plus aucune valeur légale. Ce n'était pas un oubli. Ni une confusion. C'était de la falsification, de fausses déclarations auprès d'une institution réglementée par l'État, et une tentative de détournement d'actifs, le tout empilé délibérément. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas crié. Quelque chose en moi était devenu silencieux et précis, exactement comme lorsqu'une mission tournait mal, et que la seule chose utile à faire était de penser clairement et d'agir vite. J'ai demandé à Diane de geler toute transaction liée au nom de mon père, de révoquer tous ses accès de manière permanente, de m'ouvrir de nouveaux comptes et de nouvelles cartes sous de stricts protocoles de sécurité, et de conserver chaque email, journal d'appel et signature liés à cet incident, en vue d'une enquête officielle pour fraude. Elle a hoché la tête à chaque demande, écrivant rapidement. Et pour la première fois de la matinée, j'ai ressenti autre chose que du choc. Je me suis sentie utile. C'était un problème qui nécessitait des étapes, et les étapes, c'était quelque chose que je maîtrisais. Mon téléphone n'avait pas cessé de vibrer dans ma poche, pendant tout ce temps. Et quand j'ai enfin regardé, j'avais 11 appels en absence de mon père, ainsi qu'une série de SMS. Rappelle ton père. Ne fais rien de stupide. Tu n'y connais rien en finance, Anna. Je n'ai pas répondu. J'avais appris, il y a bien longtemps, que le silence le déstabilisait bien plus qu'une dispute. Mon père avait besoin de réaction. Il avait besoin de voir que ses mots faisaient de l'effet. Ne rien lui donner, c'était en soi une forme de réponse.
Pendant que Diane verrouillait mes comptes, j'ai laissé mon esprit vagabonder. Pas pour m'apitoyer, mais parce que les schémas ne se révèlent que lorsqu'on les cherche. Il y avait eu, au fil des années, de petites remarques que j'avais laissées passer, des questions sur mon intention de jouer au soldat toute ma vie. Daniel, mon jeune frère, me disant plus d'une fois que je n'avais pas besoin de l'argent de la fiducie, puisque je n'avais ni mari, ni enfant, ni rien à protéger. Mon père, après les funérailles de maman, conservant les documents de succession des mois plus longtemps que nécessaire, insistant sur le fait qu'il voulait juste s'assurer que tout était géré correctement. À l'époque, j'avais pris cela pour argent comptant. Le deuil rend les gens autoritaires, m'étais-je dit. Je comprenais maintenant que le deuil n'y était pour rien. Diane a finalement fait glisser une page imprimée sur le bureau, et c'est à ce moment précis que la matinée a pris une toute autre dimension. Il s'agissait d'un projet de requête, une demande de mise sous tutelle financière, préparée apparemment quelques jours plus tôt. Ce document me décrivait comme un militaire instable, incapable de discernement financier, et demandait au tribunal de transférer le contrôle de mes biens à mon père, en tant que tuteur légal. Je l'ai lu 2 fois. Mon nom, formulé dans un jargon officiel, y était réduit à quelque chose de fragile et de peu fiable. C'était un tissu de mensonges, construit avec suffisamment de soin pour qu'un juge, ne me connaissant pas, puisse y croire. Au bas de la dernière page, il y avait la signature d'un témoin. Je l'ai fixé longuement, avant de vraiment réaliser. Daniel Cooper. Mon frère. Celui que j'avais aidé à payer ses frais de scolarité, quand il croulait sous les prêts étudiants. Celui dont j'avais discrètement payé l'apport immobilier, il y a 2 ans, parce qu'il m'avait demandé de ne pas dire à papa qu'il avait des difficultés. Sa signature trônait là, calme et délibérée, au bas d'un document qui me déclarait inapte à gérer ma propre vie. J'ai reposé la page lentement. Diane a dû voir quelque chose changer sur mon visage, car elle m'a demandé si j'allais bien. Je lui ai dit que j'allais bien, ce qui n'était pas tout à fait un mensonge. Je ne m'effondrais pas. Je recalculais mes plans. Quoi que ce soit, mon père n'avait pas agi seul. Et si Daniel avait signé un document pareil, il en savait assez pour comprendre ce qu'il signait. Ce n'était pas de la confusion. C'était un choix. J'ai demandé à Diane une copie de la requête, et je l'ai remerciée pour son aide. Elle m'a informé que le service des fraudes allait ouvrir une enquête officielle immédiatement, et qu'au vu du montant en jeu, cela attirerait probablement l'attention au-delà de la banque elle-même. Je suis sortie sur le parking avec le dossier sous le bras. Le soleil matinal était trop brillant, pour la tournure qu'avait prise la journée. Je me suis assise dans ma voiture pendant 1 minute entière avant de démarrer le moteur. Pas pour pleurer. Juste pour respirer, et pour laisser la colère se fixer à un endroit utile, plutôt qu'à un endroit imprudent. Mon père avait passé la matinée à essayer de me faire sentir petite et dépendante. Au lieu de cela, il venait de me fournir des preuves écrites. J'ai appelé Laura Bennett avant même de quitter le parking de la banque. Elle était l'avocate de ma mère depuis 10 ans, brillante, dépourvue de sentimentalisme, et la seule avocate, dans l'entourage de mon père, qu'il n'avait jamais réussi à charmer. Je lui ai lu la demande de mise sous tutelle au téléphone. Quand je suis arrivée à la signature de Daniel, elle est devenue silencieuse. Un silence qui me disait qu'elle réfléchissait, mais qu'elle n'était pas surprise. « Je veux tout », a-t-elle dit. Les bilans financiers de l'entreprise, les relevés bancaires, tout ce qui porte le nom de Cooper BTP. Donne-moi l'après-midi. Elle m'a rappelé 4 heures plus tard, et ce qu'elle avait découvert a redéfini toute ma matinée. Cooper BTP était en train de couler. 2 projets de logement de luxe étaient à l'arrêt, en pleine construction. Les impôts sur les sociétés étaient en retard de plusieurs mois. Les sous-traitants déposaient des recours légaux pour des factures impayées. Et la ligne de crédit de l'entreprise était à son maximum, adossée à des garanties qui n'avaient plus aucune valeur. Mon père n'avait pas essayé de saisir mon fonds de placement par simple cupidité. Il avait besoin de 4,8 millions d'euros avant midi, ce jour-là, sans quoi le prêt principal de l'entreprise serait exigé dans sa totalité. Un défaut de paiement qui aurait fait s'effondrer tout ce qu'il avait construit. Et, enfouie dans les relevés de transactions, moins spectaculaires mais tout aussi accablantes,
se trouvait une série de paiements de Cooper BTP vers Daniel. Pas un salaire, pas des avances sur des parts futures. De discrets virements, synchronisés de façon suspecte avec les conversations concernant la demande de mise sous tutelle. Je suis restée pensive un moment. Vider la fiducie d'un enfant pour sauver l'entreprise, acheter la loyauté de l'autre pour rendre la chose légale. Mon père avait construit une machine, et il avait besoin de nous deux pour la faire tourner. La voix de Laura m'a ramenée à la réalité. Ça ne s'est pas improvisé, Anna. On ne rédige pas une demande de mise sous tutelle du jour au lendemain. C'est en préparation depuis des semaines, peut-être plus longtemps. Cela remettait en perspective des choses que j'avais ignorées pendant des années. Mon père, me demandant plus d'une fois si je comptais passer ma vie à jouer aux soldats. Daniel, me disant presque gentiment que je n'avais pas besoin de cet argent, puisque je n'avais ni mari, ni enfant, ni rien qui vaille la peine d'être protégé. Mon père, après les funérailles, gardant les papiers de succession de maman pendant des mois, insistant sur le fait qu'il voulait juste s'assurer que tout était géré correctement. À l'époque, je m'étais dit que le chagrin rendait les gens autoritaires. Je comprenais maintenant que le chagrin n'y était pour rien. C'était une véritable architecture, pas une impulsion, et je me tenais au milieu des plans sans le savoir. À 18h, ce soir-là, mon téléphone a vibré pour afficher un message d'un autre genre. Pas une exigence, cette fois-ci, mais une invitation, viens dîner à la maison. On va régler ça en famille. La mise en garde de Laura a été rapide et directe, c'est un piège. Il veut l'avoir dans une pièce où c'est lui qui fixe les règles. Elle n'avait pas tort, mais moi aussi, je voulais quelque chose. Je voulais les entendre le dire à voix haute, avec leurs propres mots, sans les formules prudentes d'un avocat pour faire écran entre nous. J'ai dit à Laura que j'y allais. Dans ce cas, tu n'y entres pas sans protection, a-t-elle répondu. Et sur ce point aussi, elle avait raison. Avant de conduire jusqu'à la maison de mon père, je me suis assise dans ma voiture, devant mon appartement, pendant un long moment, pour passer en revue ce que je savais réellement. Pas des soupçons. Des faits. Une procuration révoquée, utilisée malgré tout. Un ordre de virement pour de l'argent qui n'était pas le sien. Une demande de mise sous tutelle, fondée sur une instabilité psychologique inventée de toutes pièces. La signature d'un frère, apposée sous un mensonge. Je repensais à ma mère. À la façon dont elle disait que les gens vous montrent qui ils sont lentement, par petits morceaux, des morceaux suffisamment petits pour qu'on leur trouve des excuses, jusqu'au jour où ces morceaux ne s'emboîtent plus avec rien d'autre qu'avec la vérité. J'avais passé des années à trouver des excuses à mon père, ambitieux, vieux jeu, difficile, mais pas malhonnête. Je ne pouvais plus faire ça. J'ai pris la route, dépassant la périphérie de la ville, là où les routes devenaient plus calmes. Je suis passé devant l'église où nous avions enterré ma mère, devant le champ où Daniel et moi faisions du vélo, avant qu'aucun de nous ne comprenne ce que notre père valorisait, et ce qu'il ne valorisait pas. La maison est apparue, telle qu'elle avait toujours été, des briques et des colonnes blanches, un endroit qui m'avait autrefois semblé sûr, et qui ressemblait maintenant à un décor de théâtre, pour une pièce dans laquelle je n'avais pas accepté de jouer. Je me suis garée de l'autre côté de la rue, au lieu de me mettre dans l'allée. J'avais besoin de quelques minutes, avant de devoir franchir cette porte et redevenir la fille de quelqu'un, la grande sœur de quelqu'un, quelqu'un sur qui il pensait avoir encore un moyen de pression. Avant de sortir, j'ai allumé le petit dictaphone que Laura m'avait donné. J'ai vérifié qu'il enregistrait, et je l'ai glissé dans la poche de ma veste. Quoi qu'il se passe à cette table ce soir, je n'allais pas m'en remettre à la mémoire, ni au désaccord sur qui avait dit quoi. S'ils devaient parler, ils allaient le faire pour la postérité, qu'ils le sachent ou non. Je suis restée assise encore un instant, regardant cette porte d'entrée que j'avais franchie 1 millier de fois quand j'étais enfant, à l'époque où je croyais encore que l'amour de mon père était inconditionnel. Je comprenais les choses différemment, maintenant. Debout à l'extérieur, en tant qu'adulte, avec un dossier de preuves sur le siège passager et un dictaphone dans la poche. Je n'entrais pas là-dedans pour récupérer mon argent. La banque l'avait déjà empêché. J'entrais pour découvrir exactement jusqu'où ils étaient prêts à aller.
et pour m'assurer que, lorsque tout serait terminé, il ne pourrait jamais dire que je ne les avais pas prévenus. Je suis sortie de la voiture, j'ai ajusté ma veste, et j'ai traversé la rue en direction de la maison. La salle à manger n'avait pas changé depuis mon enfance. La même longue table en acajou, le même vaisselier que ma mère avait choisi il y a 30 ans. Sauf que maintenant, l'endroit ressemblait moins à un foyer, et davantage à un tribunal que mon père avait aménagé à l'avance. Il était assis en bout de table, évidemment. Daniel était assis à sa droite, avec sa femme Mélissa à ses côtés, silencieuse, les yeux fixés sur son assiette, comme si elle regrettait déjà d'être venue. En face d'eux se trouvait un homme que je ne connaissais pas, présenté uniquement comme le conseiller juridique de l'entreprise. Et devant ma chaise, m'attendant avant même que je n'ai enlevé ma veste, il y avait une pile de documents. Mon père s'est levé quand je suis entrée, les bras ouverts, comme s'il s'agissait d'un banal dîner du dimanche. « Je suis content que tu sois venu, » a-t-il dit. « Nous voulons juste protéger ce qui appartient à cette famille. » Je ne l'ai pas pris dans mes bras. Je me suis assise, et j'ai regardé les papiers à la place. Les documents me demandaient de confirmer que le virement avait été volontaire, de lui accorder le contrôle permanent de ma fiducie, de renoncer à mes actions avec droit de vote dans l'entreprise, de transférer ses actions à Daniel, et d'accepter qu'il gère mes finances à l'avenir. 5 requêtes, chacune conçue pour rendre légal ce que la banque avait déjà gelé le matin même. Daniel a pris la parole avant que je ne puisse dire quoi que ce soit. « Tu n'as pas de famille à nourrir, Anna. Tu n'as pas besoin de ça, contrairement à nous. » J'ai laissé cette phrase flotter dans l'air un instant. Mon père a jeté un œil à ma veste d'uniforme, toujours sur le dossier de ma chaise, et quelque chose dans son expression s'est durci. « Tu peux donner des ordres à des soldats, » a-t-il lancé. « Mais dans cette maison, c'est encore moi qui décide. »« Et si je ne signe pas ?» ai-je demandé. Il n'a pas scié. Il a mentionné directement la demande de mise sous tutelle, cette fois, ne prenant plus la peine de s'en cacher. Il m'a dit qu'un juge se rangerait probablement de son côté, une fois qu'on lui parlerait de mes déploiements militaires, des choses que j'avais vues à l'étranger, et de la façon dont le service change les gens. Il croyait sincèrement, que mes années sous l'uniforme joueraient contre moi dans un tribunal. Je n'ai pas débattu avec lui. J'ai posé des questions à la place, comme on m'avait appris à le faire, quand j'avais besoin que quelqu'un me livre la vérité sans se rendre compte qu'il le faisait. J'ai demandé qui avait envoyé l'ancienne procuration à la banque, si Daniel savait qu'elle avait déjà été révoquée, qui avait réellement rédigé les affirmations sur mon état psychologique. Quelle part de mon argent était déjà partie dans l'entreprise, et ce qu'il comptait faire exactement de mes actions, une fois qu'il les aurait obtenues. La patience de mon père s'effritait à chaque question. « J'ai construit tout ça », a-t-il fini par exploser, désignant tout et rien à la fois. J'ai tout à fait le droit de le reprendre. La prestance de Daniel s'est brisée ensuite. Il a admis, à voix basse, qu'il savait que la procuration n'était plus valable, mais qu'il pensait que notre père trouverait un moyen de faire passer la chose. La fourchette de Mélissa a cessé de bouger. Elle n'en connaissait pas l'ampleur non plus, ai-je réalisé en observant son visage. J'ai repoussé la pile de documents vers le centre de la table. La banque a déjà gelé le transfert, ai-je déclaré. Les enquêteurs antifraude examinent l'activité du compte. La procuration a été révoquée il y a 6 mois, et j'ai les documents qui le prouvent. Tout ce qui s'est dit à cette table ce soir a été enregistré, et le conseil d'administration se réunit demain matin, à la 1re heure. Le visage de mon père n'a pas changé immédiatement, mais quelque chose derrière ses yeux s'est modifié, un recalcul s'opérant en temps réel. Il s'est repris très vite, comme toujours. « Je possède l'entreprise », a-t-il affirmé. « Je possède cette maison. Je possède tout ce qui se trouve à cette table. » Je me suis levée. Et pour la première fois de la soirée, j'ai ressenti ce calme étrange qui m'envahissait, juste avant qu'une mission ne passe de la phase de planification à celle d'exécution. « Demain matin, à 10 heures, lui ai-je dit, il se pourrait que tu ne possèdes plus ce que tu crois posséder. » Son téléphone a sonné avant même que je n'ai terminé ma phrase. Il a jeté un œil à l'écran,
et j'ai vu la couleur de son visage changer lorsqu'il a lu le nom. Il n'a pas décroché tout de suite. Il m'a regardé à la place, comme s'il espérait que je lui dise qu'il n'y avait pas de quoi s'inquiéter. Je n'ai pas dit un mot. Il a fini par répondre, et j'ai entendu la voix à l'autre bout, tendue et formelle, s'identifier comme le président du conseil d'administration de Cooper BTP. Mon père s'est levé, a marmonné quelque chose sur le fait de prendre l'appel en privé, et s'est dirigé vers le couloir, le téléphone pressé contre son oreille. Daniel refusait de me regarder. Mélissa avait pâli, dévisageant son mari comme si elle découvrait une nouvelle facette de lui, pour la toute première fois. J'ai récupéré ma veste sur le dossier de la chaise, j'ai coincé le dossier de documents non signés sous mon bras, et je suis sortie par la porte d'entrée, sans dire au revoir à personne. Derrière moi, à travers les murs fins de cette vieille maison, je pouvais entendre la voix de mon père monter dans les tours, tranchante et sur la défensive, essayant déjà de justifier quelque chose dont il ne mesurait pas encore que cela lui échappait totalement. Je suis montée dans ma voiture, je suis restée un moment dans le silence, et je me suis autorisée à ressentir, juste brièvement, quelque chose qui ressemblait à du soulagement. Pas parce que c'était fini. Ce n'était pas le cas. Mais parce que, pour la première fois de la journée, ils n'étaient plus les seuls à savoir ce qui allait se passer ensuite. Les 3 heures qui ont suivi sont passées vite. Ce genre de rapidité qui n'arrive que lorsqu'un plan, que vous n'aviez pas pleinement conscience d'avoir élaboré, commence à s'exécuter de lui-même. J'ai conduit directement jusqu'au bureau de Laura. À mon arrivée, elle avait déjà affiché sur son écran les premières conclusions de l'équipe antifraude. Le transfert de 4,8 millions d'euros avait été officiellement bloqué. Les comptes d'exploitation de Cooper BTP étaient gelés, dans l'attente d'une vérification. La ligne de crédit d'urgence de l'entreprise, celle sur laquelle mon père comptait pour combler le déficit, avait été purement et simplement refusée, une fois que l'équipe de conformité du prêteur avait repéré l'alerte de fraude liée à la garantie. Les sous-traitants, qui attendaient des paiements en retard, ont exigé un audit immédiat. Et le conseil d'administration, agissant plus vite que je ne l'espérais, a suspendu le pouvoir de signature de mon père. Cette décision prenait effet le soir même, en attendant l'issue de la demande de mise sous tutelle, que son propre avocat avait soumise au service juridique du tribunal ce matin-là. Mon téléphone n'avait cessé de vibrer, sur le siège passager, pendant tout le trajet. Lorsque je l'ai finalement regardé, dans le bureau de Laura, j'avais 32 appels en absence de mon père. Les SMS racontaient leur propre histoire, si on les lisait dans l'ordre. Décroche ce téléphone. Tu rends les choses pires qu'elles ne devraient l'être. Arrête la banque, tout de suite. Puis, 1 heure plus tard, le ton avait changé. Anna, on peut arranger ça. J'ai besoin que tu confirmes la transaction. Ne les laisse pas me prendre mon entreprise. Et enfin, vers minuit, 4 mots qui semblaient si différents de tout ce qui avait précédé. Je suis ton père, Anna. Je n'ai répondu à aucun de ces messages. J'avais appris, il y a longtemps, que mon silence le troublait bien plus qu'une dispute ne le ferait jamais. Et cette nuit-là, je l'ai laissé produire exactement cet effet. C'est Laura qui a trouvé le détail qui a changé toute la donne. Enfoui dans les documents de fiducie de ma mère, dans une clause que je n'avais jamais eu de raison de lire attentivement, se trouvait une disposition dont ni mon père ni Daniel ne semblaient connaître l'existence. Si Richard Cooper abusait un jour de mes actifs, tentait de prendre le contrôle de mes finances, ou engageait une procédure de mise sous tutelle contre moi. Pour son propre bénéfice, les actions avec droit de vote que ma mère détenait dans Cooper BTP me seraient transférées automatiquement, et irrévocablement. Laura a relu la clause 2 fois, avant de lever les yeux. Anna, ce n'est plus une hypothèse. Tout ce qui s'est passé aujourd'hui vient de déclencher ça. Je suis restée pensive un long moment, retournant l'information dans ma tête. Mon père avait passé des années à présumer que j'avais besoin de son argent, de son entreprise, et de son approbation, pour exister. La vérité, cachée silencieusement dans un document que ma mère avait rédigé, des années avant qu'aucun d'eux ne songe à la remettre en question, c'était qu'il vivait sur des actifs qui ne lui appartenaient pas totalement. Elle l'avait vu venir, d'une manière ou d'une autre, bien avant que je ne puisse l'imaginer.
Elle avait installé une serrure sur le coffre-fort, et m'en avait confié l'unique clé. Au matin, j'étais devenu le principal actionnaire avec droit de vote de Cooper BTP. Je ne me suis pas sentie triomphante, en conduisant vers le bureau ce jour-là. J'ai ressenti quelque chose qui s'apparentait plutôt à de l'épuisement, mêlé de clarté. Cette fatigue si particulière qui survient lorsqu'une longue opération passe enfin de la planification à l'action. J'ai mis mon uniforme. Pas parce que j'avais besoin d'une armure, mais parce que je voulais entrer dans ce bâtiment exactement tel que je suis. Sans m'excuser de ce que j'étais devenu, au cours de ces années que mon père considérait comme du temps perdu. Il était déjà dans le hall d'entrée quand je suis arrivé, en train de se disputer discrètement avec un membre de l'équipe juridique du conseil d'administration. Quand il m'a vu, son expression s'est modifiée pour devenir presque amusée, comme s'il croyait encore avoir les meilleures cartes en main. « Tu crois que mettre cet uniforme va effrayer le conseil ?» a-t-il lancé, assez fort pour que les gens autour puissent t'entendre. J'ai posé le dossier sur la banque d'accueil, entre nous. C'étaient les documents que Laura et moi avions passé la moitié de la nuit à rassembler, relevé bancaire, la clause de la fiducie, correspondance horodatée, et l'enregistrement du dîner, retranscrit et annoté aux passages importants. Non, ai-je répondu. Ce sont ces chiffres qui s'en chargeront. Il a baissé les yeux vers le dossier, puis m'a regardé. Et l'espace d'un instant, quelque chose a vacillé dans son regard, quelque chose que je n'y avais jamais vu auparavant. Ce n'était pas de la colère, mais plutôt de la peur. Une peur arrivant tardivement et sans y être invitée, comme c'est le cas pour les gens qui n'ont jamais prévu la possibilité de perdre. Aucun de nous n'a ajouté un mot. Un assistant est apparu pour nous informer que les membres du conseil se réunissaient déjà dans la salle de conférence, à l'étage. Mon père a réajusté sa veste, comme il le faisait toujours, avant d'entrer dans une pièce dont il voulait prendre le contrôle. Je l'ai laissé marcher devant moi vers l'ascenseur. Je n'étais plus pressé. La version de moi-même qui se tenait, le matin même, sur le parking d'un supermarché avec 2 cartes refusées, sans comprendre ce qui arrivait à son propre argent, semblait être une toute autre personne. Une personne issue d'un ancien chapitre, d'une histoire qui avait déjà tourné la page. Quoi qu'il croie encore sur la façon dont cela allait se terminer, moi, je savais déjà. Il avait passé la nuit à essayer de reprendre le contrôle d'une entreprise et d'une fille qu'il n'avait jamais vraiment possédée. De mon côté, j'avais passé la nuit à découvrir l'étendue du pouvoir que ma mère m'avait discrètement laissé entre les mains, attendant le jour où j'en aurais besoin. Les portes de l'ascenseur se sont ouvertes. Je suis entré derrière lui, et nous sommes montés ensemble, en silence. La salle de conférence sentait le café froid depuis 1 heure, et chaque siège autour de la longue table était déjà occupé, lorsque mon père et moi sommes entrés. Il a pris sa chaise habituelle en bout de table, plus par habitude que par autorité désormais, bien que je ne pense pas qu'il l'ait encore totalement réalisé. Je me suis assise à côté de Laura, vers le milieu, assez près pour observer chaque visage dans la pièce, sans avoir l'air d'observer quoi que ce soit. Laura a commencé par présenter les preuves écrites. La procuration utilisée par mon père avait expiré, et avait été révoquée 6 mois plus tôt, avec confirmation bancaire à l'appui. La signature sur la demande de mise sous tutelle correspondait à une imitation, copiée à partir d'un ancien document notarié. Des fonds de fiducie m'appartenant avaient été utilisés pour couvrir les déficits de Cooper BTP, sans autorisation. Des prêts avaient été contractés en utilisant comme garantie des biens qu'ils n'avaient pas légalement le droit d'engager. Les registres financiers avaient été restructurés de manière à masquer la destination réelle de l'argent de l'entreprise. Enfin, de discrets paiements, plusieurs d'entre eux, avaient été versés à Daniel, au cours des semaines précédant la demande de mise sous tutelle. Mon père a tenté de recadrer les choses, avant même qu'elles n'aient terminé. Il s'est penché en avant, la voix posée et maîtrisée. Il a affirmé qu'il avait seulement essayé de sauver l'entreprise, celle que sa femme avait aidé à bâtir, celle qui employait des personnes importantes pour cette ville. Il m'a regardé et a déclaré que je ne faisais mon apparition que lorsqu'il y avait de l'argent en jeu. Que j'avais abandonné la famille pour un uniforme, et que je n'étais revenu qu'au moment où cela m'arrangeait. Je l'ai laissé finir. J'avais appris que les gens se dévoilent davantage, quand on n'interrompt pas leur numéro d'acteur.
Ensuite, Laura a affiché les emails. Il montrait une toute autre réalité que l'histoire qu'il venait de raconter à l'Assemblée, des brouillons de formulation pour transférer les actifs de l'entreprise vers un compte personnel, des notes expliquant comment Daniel prendrait un jour le relais des opérations courantes. Une fois la transition actée, et une section, glaçante de par sa froideur, discutant de la manière dont la responsabilité légale pourrait être transférée à Daniel, si la demande de mise sous tutelle venait un jour à faire l'objet d'une enquête. J'ai vu quelque chose se briser sur le visage de Daniel, lorsque les mots sont apparus sur l'écran. Il ne les lisait pas pour la première fois. Mais, j'ai réalisé qu'il voyait, pour la première fois, ce qu'ils impliquaient pour lui en particulier. C'est l'instant précis où il a compris qu'il n'était pas protégé dans ce plan, il était mis en position de porter le chapeau. Il n'a pas attendu que le conseil d'administration lui pose des questions. Il a parlé en premier, sa voix plus basse que je ne l'avais entendue depuis des années. Il a tendu son téléphone à Laura. Des échanges de SMS avec notre père, des emails expliquant comment antidater certains documents, des relevés des paiements qu'il avait reçus, correspondant exactement à la chronologie que Laura avait déjà établie. Et enfin, le brouillon d'une déclaration sous serment concernant mon état de santé mentale, que notre père avait rédigé pour qu'il la signe mot pour mot. Rien de tout cela ne venait de Daniel lui-même. Il m'a dit que ce serait temporaire, a déclaré Daniel, sans me regarder, sans regarder personne. Il m'a dit qu'elle irait bien une fois que ce serait fait. La pièce est devenue très silencieuse. Le conseil d'administration n'a pas mis longtemps à prendre une décision, après cela. Mon père a été suspendu de son poste de PDG, avec effet immédiat. Son accès au système et aux comptes de l'entreprise a été révoqué. Une équipe de direction intérimaire prendrait en charge les opérations quotidiennes, le temps qu'un audit indépendant soit mené. Le conseil a formellement transmis l'intégralité de l'affaire aux enquêteurs externes, les faux documents, les fonds de fiducie détournés, et la demande frauduleuse de mise sous tutelle. Le sang-froid de mon père a fini par le quitter. Il s'est levé si vite que sa chaise a grincé violemment contre le sol. Il a frappé la table du plat de la main, hurlant quelque chose à propos de la loyauté, de tout ce qu'il avait construit, et du fait qu'aucun d'eux n'existerait sans lui. 2 agents de sécurité du bâtiment se sont présentés dans l'encadrement de la porte, avant même qu'il n'ait pu terminer sa phrase. En le regardant, j'ai compris que ce n'était probablement pas la première fois que quelqu'un, dans ce bâtiment, avait besoin de faire appel à eux. Tandis qu'il l'accompagnait vers la sortie, il s'est retourné vers moi une dernière fois. Sa voix était plus basse, maintenant, presque surprise par son propre volume de l'instant précédent. « Tu m'as tout pris », a-t-il dit. Je suis resté sur mon siège. Je n'avais pas besoin de me lever pour lui répondre. Non, ai-je rétorqué. Je t'ai juste empêché de prendre ce qui n'a jamais été à toi. Il n'a pas répondu. Peut-être qu'il ne restait plus rien à dire. Ou peut-être que, pour la première fois depuis plus longtemps que je ne puisse m'en souvenir, il n'avait tout simplement pas le dernier mot à sa disposition. À travers les hautes fenêtres de la salle de conférence, je pouvais voir la rue en contrebas. 2 hommes en costume sombre se tenaient près d'une berline noire, attendant. Des enquêteurs financiers, m'avait glissé Laura, appelés discrètement à l'avance, au cas où le vote du conseil irait dans le sens que tout le monde dans cette pièce soupçonnait déjà. J'ai regardé mon père traverser le hall en bas, encadré par la sécurité, et franchir les portes vitrées pour sortir à la lumière du jour. Il ne s'attendait probablement pas à ce que sa matinée se termine autrement qu'en homme gardant le contrôle. Je me suis tourné de nouveau vers la table. Vers Daniel, assis la tête baissée, et vers les membres du conseil, qui rangeaient déjà leurs papiers dans des dossiers, passant à la question pratique de la suite des événements. Je n'ai ressenti aucun triomphe en regardant mon père partir. Juste une longue et silencieuse expiration. Ce genre d'expiration qui survient après avoir retenu son souffle, bien plus longtemps qu'on ne l'avait réalisé. Les mois qui ont suivi cette réunion du conseil se sont écoulés plus lentement que la journée elle-même, comme c'est souvent le cas pour les lendemains de crise. Mon père a accepté de plaider coupable pour plusieurs chefs d'accusation de fraude financière, plutôt que de risquer un procès. Il a été condamné à une mise à l'épreuve, sommé de payer des dommages et intérêts,
est définitivement interdit de toute fonction de direction chez Cooper BTP. Daniel, ayant pleinement coopéré avec les procureurs dès la première réunion, a évité les lourdes peines infligées à son père. Il a cependant perdu bien plus qu'il ne s'y attendait, d'une autre manière. Lui et Melissa ont dû vendre la maison qu'ils avaient achetée avec de l'argent qui, au final, ne leur avait jamais vraiment appartenu. La demande de mise sous tutelle à mon encontre a été officiellement rejetée. Le juge a précisé dans sa décision que le dossier avait été, je cite, « bâti sur des preuves fabriquées de toutes pièces, visant à dépouiller un membre des forces armées de son autonomie légale. » J'aurais pu vendre l'entreprise. Pour être honnête, la pensée m'a traversé l'esprit plus d'une fois. J'envisageais une solution nette et définitive, qui aurait coupé le moindre fil me rattachant à Cooper BTP, et à tout ce qu'elle représentait désormais. Mais plus d'une centaine de personnes y travaillaient. Des gens qui n'avaient rien à voir avec les actes de mon père. Des chefs de chantier, des chefs de projet, du personnel administratif, des personnes avec des emprunts immobiliers et des enfants à l'école. Ils se levaient tous les jours pour accomplir un travail honnête, au service d'une entreprise dont le propriétaire ne les méritait pas. Alors, je n'ai pas tout détruit. J'ai engagé un PDG indépendant, sans aucun lien avec ma famille. Quelqu'un en qui le conseil d'administration avait confiance, et moi aussi. Après des vérifications suffisamment poussées pour nous rassurer tous, nous avons ouvert les comptes pour une transparence totale, chose que Cooper BTP n'avait apparemment jamais faite en 30 ans d'existence. Nous avons remboursé tous les petits sous-traitants qui attendaient le règlement de factures en souffrance. Certains d'entre eux étaient des entreprises familiales, qui avaient failli faire faillite en attendant un argent que mon père avait détourné ailleurs. Et j'ai lancé quelque chose de nouveau au sein de l'entreprise, un programme de formation professionnelle pour les anciens combattants en phase de reconversion, leur offrant une passerelle vers la gestion de la construction, d'une manière que personne ne m'avait jamais proposée. Il y avait une étrange justice là-dedans. Transformer l'entreprise, que mon père avait utilisée pour tenter de contrôler sa famille, en un outil qui aidait d'autres personnes à bâtir une vie indépendante. Mon père a demandé à me voir, quelques semaines après sa condamnation. Dans un endroit neutre, un petit restaurant en périphérie de la ville, où aucun de nous n'était jamais allé ensemble. J'ai failli refuser. Laura pensait que je ne devrais pas y aller seule. J'y suis allée quand même. Parce qu'une part de moi avait besoin de voir, en personne, s'il restait en lui autre chose que cette version que j'avais vue s'effondrer autour de la table du conseil. Il paraissait plus petit que dans mes souvenirs, ce qui, au fond, était logique. Les hommes comme mon père tirent une certaine prestance des pièces qu'ils contrôlent. Et il ne contrôlait plus aucune pièce. Tu vas vraiment m'effacer de ta vie pour quelques cartes bancaires annulées, a-t-il demandé, une fois que nous nous sommes installés dans une banquette, qui semblait bien trop étroite pour le poids de ce que nous allions nous dire. Il n'a jamais été question des cartes, lui ai-je répondu. Il a toujours été question du fait que tu pensais avoir le droit de décider comment je devais mener ma vie. Il a brièvement essayé de revenir à son ancienne ligne de défense, il avait seulement essayé de sauver l'entreprise, et tout ce qu'il avait fait visait à protéger quelque chose de plus grand que nous deux. Je l'ai laissé terminer. J'avais appris au moins cela, certaines personnes ont besoin de dire ce qu'elles ont sur le cœur, même quand plus aucun de vous deux n'y croit. Je lui ai dit que le pardon, s'il devait un jour arriver, ne signifierait pas lui rendre une once de contrôle. Et puis, j'ai exposé les conditions clairement, de la même manière que j'énonçais autrefois les paramètres d'une mission à mes soldats. Ils n'auraient pas accès à mes comptes. Ils ne parleraient pas de l'argent de ma mère comme s'il avait un jour été le sien. Ils n'utiliseraient plus jamais Daniel pour faire pression sur moi. Et ils n'utiliseraient plus jamais mon service militaire, mes déploiements, ou tout ce que j'avais survécu à l'étranger, comme une arme contre mes compétences. Il n'a pas débattu. Peut-être qu'il comprenait, enfin, que se battre lui avait déjà tout coûté. Un an plus tard, je me suis retrouvée dans ce même supermarché près de la base, pour acheter des provisions destinées à cette même collecte familiale, celle qui avait été interrompue le matin où tout avait commencé. Une jeune conjointe de militaire se trouvait devant moi dans la file. Sa carte ne passait pas pour quelques euros, et son visage se crispait sous l'embarras particulier de se sentir observé à ce moment-là.
J'ai discrètement payé la différence, avant même qu'elle n'ait à le demander. La caissière, une femme plus âgée qui ignorait toute cette histoire, m'a demandé si je voulais vérifier le solde de ma carte avant de la passer, juste par précaution. J'ai souri. Ce n'est pas la peine, ai-je répondu. Il n'y a qu'une seule personne qui a le contrôle sur ce compte. Mon téléphone s'est allumé sur le comptoir, pendant que je ramassais mes sacs. Un SMS de mon père, j'ai commencé une thérapie aujourd'hui. Je l'ai regardé un instant, avant de taper ma réponse, c'est un début. Mon père m'avait un jour dit que je ne savais que suivre des ordres. Il avait tort. L'armée ne m'a pas seulement appris l'obéissance. Elle m'a appris qu'en suivre, qu'en remettre en question, et qu'en tenir bon face à quelqu'un qui a franchi toutes les limites acceptables. Même quand cette personne porte le même nom de famille que vous. Je veux savoir ce que vous pensez de la suite de cette histoire. Laissez un commentaire ci-dessous, et dites-moi d'où vous regardez cette vidéo. Nous avons des histoires incroyables à partager avec vous chaque jour, alors n'oubliez pas de vous abonner, pour ne jamais manquer un moment comme celui-ci. Continuons cette aventure ensemble.